Salut, je vais vous raconter l'histoire d'un homme dont l'audace dépasse tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à aujourd'hui. Cet homme a un nom, c'est Don Crowhurst, un entrepreneur à l'époque en quête de succès, mais aussi au bord de la faillite. Et Don a décidé de relever un défi aussi inconscient que dangereux pour sauver sa situation, faire le tour du monde en bateau en solitaire sans escale sur un trimaran à l'occasion du célèbre Golden Globe Challenge. Don n'était qu'un simple navigateur très amateur. Il ne possédait aucune expérience pour une telle traversée. Ce défi insensé va lui faire prendre des risques extrêmes au péril de sa vie et son histoire a même inspiré un film, Le jour de mon retour, avec Colin Firth. C'est son enfance qui a influencé la vie et la trajectoire personnelle et professionnelle de Don. Don est anglais. Il est né en 1932 en Inde. Et à l'époque, c'est la domination britannique là-bas. Son père est ingénieur des chemins de fer indiens, ce qui offre à sa mère et à son grand frère un confort de vie qu'il n'aurait jamais pu avoir en Angleterre. Sauf qu'à la fin de la guerre, 39-45, l'indépendance de l'Inde est de plus en plus imminente. Elle aura d'ailleurs lieu en 1947 et beaucoup de familles britanniques retournent vivre en Angleterre. Et là, la famille de Don fait face à de très grandes difficultés financières. Son père essaie de trouver un travail et même d'investir dans une ferme. Cet investissement va complètement échouer. Et la situation financière va s'aggraver à la mort de son père en 1948, alors que Don n'est âgé que de 16 ans. Don quitte l'école et s'engage dans la Royal Air Force, mais son comportement indiscipliné va lui valoir d'être renvoyé très rapidement. Alors il va essayer de se réorienter dans une autre unité de l'armée spécialisée dans la maintenance des équipements électroniques et mécaniques, mais il va finir par tout quitter en 1954. Don avait un esprit créatif et un petit côté tête brûlée, des traits qui ne s'accordaient pas très bien avec la rigueur qu'on demande quand on est militaire, mais qui pouvaient être de vrais atouts pour un entrepreneur, surtout à cette époque. Et c'est finalement dans cette voie qu'il va choisir de se lancer. Don a un réel intérêt pour l'électronique et c'est un inventeur autodidacte. Il va lancer sa première société, Electron Utilisation, pour essayer de vendre sa première invention, le Navigator. En tout cas, c'est l'invention de laquelle lui y croit le plus. Le Navigator, c'est un système de navigation maritime qui permet en plus de se localiser très facilement en mer. Pour Don, cette invention peut révolutionner la navigation et il est persuadé, il y croit dur comme fer, que ça va avoir un succès commercial phénoménal. On estime qu'il l'a créé vers 1966-1967. On n'est pas certain de l'année exactement, mais le succès n'est pas du tout au rendez-vous, alors qu'à l'époque, Don est père de 4 jeunes enfants, que sa femme ne travaille pas et qu'il est le seul à pouvoir subvenir à leurs besoins. Je vous raconte tout ça parce que selon moi, c'est le moment clé qui va décider Don à se lancer dans le Golden Globe. Ça explique la suite. À ce moment-là, Don est clairement au bord de la faillite. Il a des dettes qui se sont accumulées à cause du développement de ses inventions. Il a clairement le couteau sous la gorge. Il est même à 2 doigts de se retrouver à la rue. Donc, il doit trouver un moyen rapide, très rapide, instantané en fait quasiment, de se sauver de cette situation que finalement, il a déjà un petit peu connue dans son enfance par le biais de son père. Son père, n'ayant pas réussi à sauver sa famille et ses enfants de la pauvreté, en est en quelque sorte mort. C'est alors que le Sunday Times organise un défi à la voile, le célèbre Golden Globe Challenge, qui consiste, je vous le rappelle une dernière fois, à faire le tour du monde, donc en bateau, en solitaire, sans escale, sans aide extérieure, sans ravitaillement. Le prix, c'est un globe en or pour le premier concurrent à boucler le tour du monde. Le second prix, c'est 5000 livres pour récompenser le plus rapide. Le départ doit se faire depuis un port britannique entre le 1er juin et le 31 octobre. Comme vous le comprenez, dans cette histoire vraie, de nouveau, je vous raconte une histoire de marin, parce qu'il en existe pléthore. Je suis fasciné par beaucoup d'entre elles. Je vous avais raconté l'histoire de Webshites il y a quelques temps déjà. Vous avez la vignette qui vient d'apparaître, je vous mettrai un lien dans la description. Elle existe aussi en format podcast, puisque le podcast Histoire Vraie existe sur toutes les plateformes de podcast. Je vous mettrai aussi un lien, mais vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et à vous abonner. Je vous remercie de ça. Sachez en tout cas qu'à force de creuser les archives de marins, que vous aimiez la mer ou pas, j'ai trouvé des histoires qui vont vous fasciner. Revenons à Don. Quand il entend parler de ce défi, il se dit « j'y vais ». Mais il se dit « j'y vais » alors qu'il ne sait pas vraiment naviguer. Il n'a que très peu d'expérience en mer, c'est un marin du dimanche. Mais lui, il voit une opportunité, celle de promouvoir son Navigator, donc de lancer les ventes et de profiter d'une publicité mondiale
offerte naturellement par une telle course. Mais ce challenge, il signifie quand même traverser des zones maritimes extrêmement dangereuses, sur lesquelles de nombreux marins expérimentés ont déjà laissé leur vie. Il y a entre autres le Cap Horn. Il est réputé pour être l'un des passages maritimes le plus dangereux du monde, avec des vagues gigantesques, des vents violents, des tempêtes. Bref, toutes les chances pour chavirer en pleine mer sont réunies et Dunn décide malgré tout de se lancer avec les 9 autres navigateurs qui y participent. Il y a entre autres Bernard Moitessier, le marin le plus expérimenté du groupe, Robin Knox Johnson qui avait déjà passé plusieurs années en mer dans la marine marchande, ou encore Nigel Tetley, un lieutenant-commandeur de la Royal Navy, et Dunn, un petit entrepreneur, marin du dimanche, qui n'a jamais été vraiment au grand large. Sa femme est contre évidemment, mais quand Dunn a une idée en tête, il s'y accroche. Alors évidemment, il ne vise pas la première place, mais au moins terminer la course, qui est déjà un trop gros objectif pour lui. Pour faire la traversée, il faut un bateau. Dunn n'en a pas. Il n'a plus d'argent, alors il va proposer à Stanley Best, un homme d'affaires, de devenir son sponsor, ou plus exactement, de faire une opération commerciale avec lui. Stanley Best, vous vous dites, il possède une entreprise de bateau, ou une entreprise qui a un rapport avec les affaires maritimes. Pas du tout. Il a une entreprise de caravane. Best va financer la construction du bateau de Dunn et en échange de ce soutien financier, si Dunn gagne la course, ça fait une très belle publicité pour la société de caravane de Best. C'est un peu lui qui initie à ce point le sponsoring. Mais si Dunn échoue à boucler la course, il doit racheter le bateau et donc en gros perdre son entreprise mais aussi sa maison. En gros perdre absolument tout. Donc il n'y a pas tellement de risque finalement pour le sponsor. Vous voyez un petit peu la pression qu'il a. Il n'a pas d'autre choix que de réussir, il n'a aucune autre alternative possible, alors que ça ressemble à une forme de suicide. Dunn choisit un trimaran, une conception à 3 coques qui va permettre une plus grande stabilité en mer et, en théorie, de meilleures performances par vent fort, sauf qu'ils sont rarement utilisés en course, parce qu'ils sont lents s'ils sont trop chargés. Ils sont difficiles à manœuvrer, contrairement à une voile, et en cas de chavirage, il est impossible de les redresser comme on peut le faire avec le safran. Et déjà, la construction du trimaran ne se passe pas très bien. Alors que les autres navigateurs commencent déjà à prendre le départ, le bateau de Dunn n'est pas prêt. Il a un budget très limité, il ne parvient pas à avoir les meilleures pièces, ça prend du retard, il y a des manquements. On sent que le projet un peu catastrophe pourrait arriver. D'une manière un peu inattendue, on parle de plus en plus de Dunn dans les journaux. Est-ce que c'est vraiment inattendu? Non, il a un profil atypique, il sait prendre la parole, il sait faire du commerce et du marketing. Il symbolise l'Anglais pauvre mais téméraire. Pour l'Angleterre, c'est un héros parfait, ça fait une histoire à raconter. C'est alors que Rodney Alworth rentre dans la vie de Dunn. Rodney, c'est un ancien journaliste criminel du Daily Mail que Dunn va engager pour gérer ses relations publiques, mais aussi pour promouvoir son aventure et maintenir l'intérêt des médias pendant toute la course. Durant la course, c'est avec lui que Dunn transmettra ses positions afin que le public soit au courant de sa traversée. Rodney fait très bien son travail et il va donner à Dunn une certaine notoriété, une certaine allure, un certain prestige, on peut le dire. Il lui propose de partir à Teignmouth au lieu de Penzance, là où Dunn se trouve. La ville de Teignmouth est prête à recevoir le futur héros anglais, braquer toutes les caméras sur lui parce qu'on ne fait que parler de lui, bref, toute l'attention qu'espérait Dunn. Il va baptiser son trimaran Teignmouth Electron, le nom de la ville et le nom de sa société. Et bien que pour rejoindre cette ville, il faut reculer de 150 miles le départ de la course, donc c'est pas son avantage, Dunn accepte. Il embarque pour la première fois sur son bateau. C'est l'occasion de le tester, parce qu'il n'a pas testé, mais aussi de donner une première expérience à Dunn, parce qu'il n'en a pas non plus. Normalement, ça prend 3 jours de faire 150 miles. Dunn a mis 15 jours. 15 jours au lieu de 3 jours, à cause de problèmes qu'il rencontre avec son bateau, mais surtout parce qu'il n'est pas navigateur. Il n'a pas traversé le Cap Horn dont je vous parlais, et qui est bien plus difficile que ce qu'il avait à faire là pendant 5 jours. Et malgré tout le monde a envie d'y croire. Il est accueilli avec des applaudissements dans la ville. C'est un héros, je vous l'ai dit. Mais Dunn, lui, n'est pas aussi enthousiaste. Là, il commence à prendre peur. Il réalise qu'il s'est embarqué dans une galère qui risque de le dépasser et qu'il met sa vie en jeu, tout simplement. Tous les navigateurs sont déjà partis. Dunn est le dernier à prendre le départ et il reste quelques jours avant la date limite du 31 octobre. C'est la date limite pour les départs. 2 navigateurs ont déjà abandonné, donc la course est quand même bien avancée. Il y a à peu près 15 jours qu'ils étaient en mer avant d'abandonner. Et ça, Dunn le sait. Et lui, qui est plutôt le marin du dimanche, sait que les 2 navigateurs qui ont abandonné sont bien plus expérimentés que lui. L'entourage de Dunn et un journaliste de la BBC sont venus même faire un reportage sur lui et ont remarqué quelque chose. C'est le chaos. Il n'y a rien qui est prêt.
Son trimaran n'est pas vraiment terminé, il manque des éléments qui sont indispensables à sa survie, alors que nous sommes à 5 jours du départ. Mais devant la presse et la caméra de la BBC, dont on peut retrouver les images, Don garde la face et ne montre aucun signe d'inquiétude, ou du moins pas quand il pense être filmé. Sur les images de la BBC, on peut voir aussi son regard tourmenté et même effrayé quand il ne sait pas qu'il est filmé. La veille du départ, il va voir Stanley, son sponsor, pour lui dire que le trimaran n'est pas prêt, que la course va être un fiasco et qu'il veut revoir les termes du contrat. Bien sûr, Stanley Best comprend que la situation est impossible, il annule le contrat. Enfin, pardon, excusez-moi, je parle au présent, mais ça c'est ce qu'espérait Don. Parce que Stanley s'en moque, il n'entend rien, le contrat c'est le contrat, si Don ne part pas, il doit racheter le bateau, c'est tout. Et ce sera la ruine pour lui, tant pis. Allez, je vous emmène dans le départ, parce que là c'était que les prémices. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui vous attend. Don embarque sur son trimaran. La BBC lui a offert une petite caméra 16 mm et un magnétophone pour qu'il puisse tenir un journal de bord en images, en son. Il y a la foule qui est sur le quai pour le départ, les médias bien sûr, et puis sa femme et les 4 enfants qui embarquent sur un bateau pour filmer les premiers kilomètres pour l'accompagner. Don quitte le port, mais il est à peine sorti qu'il doit revenir parce qu'il n'arrive pas, je vous assure que c'est vrai, à hisser la voile. Il va repartir que 2 heures après. Après des mois de préparation, c'est finalement fait. Nous sommes le 31 octobre 1968. Donald Crowhurst a enfin pris le départ depuis le port de Teignmouth. 15 jours plus tard, récapitulatif des nombreux problèmes qu'il a réussi à avoir sur son bateau. Un compartiment a pris l'eau, le pilote automatique est en train de se déboulonner, les machines et les circuits électriques sont inondés, le bateau est en train de partir en miettes, alors qu'il est parti depuis 10-12 jours peut-être. Le message qu'il envoie à la radio pour indiquer sa position disent qu'il avance à une allure de 60 miles par jour. C'est très très faible. Mais c'est une toute autre histoire que raconte Don sur les images grâce à la caméra et au magnétophone qu'on lui a prêté. Il parle de la solitude en mer. Il parle du fait qu'on apprend à se connaître soi-même. Il philosophe et il ne laisse rien transparaître de la réalité, la sombre réalité qu'il est en train de vivre. Le 15 novembre, son bateau part tellement en ruine qu'il écrit dans son journal de bord que c'est le moment de décider s'il abandonne déjà ou s'il poursuit. Et il écrit qu'avec l'état du bateau, ses chances de survie sont estimables à 50%. Toujours courant novembre, sur les 9 navigateurs, 5 ont déjà abandonné. Les 2 dont je vous avais parlé tout à l'heure et 3 supplémentaires. Il ne reste en lice que Knox, Moitessier, Tetley et bien sûr Crowhurst. 7 décembre 1968, ou en tout cas aux environs. Le bateau se trouve très proche des côtes de l'île de Santa Antao au Cap-Vert. Et c'est sans doute, je pense, à ce moment-là que le voyage de Donald Crowhurst prend une tournure tragique. En novembre, je vous l'ai dit, Don prend réellement conscience que sa mort est quasi certaine s'il continue et qu'il voit donc 3 choix s'offrir à lui. Premier, il poursuit et il meurt sûrement. Pas très reluisant. Deuxième, il renonce et quand il rentre, il est ruiné. Un 3e choix est possible, mentir. Je vous ai promis des retournements, en voici un gros qui sera suivi d'un encore plus énorme. Il écrit dans son journal « Le temps et l'argent, si on ne considère que le temps, il faut faire demi-tour tout de suite. Mais l'argent, c'est le point le plus inquiétant. Si j'arrête, je déçois Stanley Best. Surtout les gens de Teignmouth, au bout du compte. Si ça tourne vraiment mal, avec le dépôt de bilan et la vente de la maison, il y aura toujours Claire et les enfants. Quelle affreuse décision à prendre. Décrochez maintenant, quelle affreuse décision. » Il finit par prendre le 3e choix possible, s'arrêter dans la course et mentir en faisant croire qu'il poursuit son tour du monde. Son plan est très simple. Il attend au carrefour par lequel ceux qui vont faire le vrai tour du monde vont devoir repasser une 2e fois. Et une fois qu'ils ont fait le tour et qu'ils repassent par là, lui va se glisser à l'intérieur comme s'il avait fait le reste du trajet. Pour comprendre comment il a fait, il faut se rappeler qu'en 1968, il n'y a pas les GPS comme aujourd'hui. Le monde extérieur ne peut pas suivre et traquer son trajet exact et précis, ni celui des autres navigateurs. Donc tout se passe par transmission radio, autrement dit personne ne peut vraiment vérifier où Don se trouve. En revanche, le journal de bord, tenu par le marin, est indispensable parce qu'il est consulté une fois arrivé. Comprenez ça, c'est la trace et la preuve ultime, que ce soit le trajet, mais aussi la cohérence de la vitesse. Toutes les données sont mises dedans et c'est comme ça qu'on peut vérifier. Et c'est pour ça que Don, qui a oublié des bêtes, décide de tenir 2 cartes pour tracer son trajet. Une où il trace son vrai trajet pour se repérer, et l'autre, le faux,
ou laisser de mettre un maximum de cohérence. Et ça repart, tout à coup, Don renvoie par la radio sa vitesse, qui passe de 60 miles à 120 miles par jour, puis 243 miles. Ça fait de lui le navigateur le plus rapide de tous. Si tout le monde croit en une sorte de miracle, c'est en réalité le début d'une spirale de mensonges, une spirale qui va devenir une spirale infernale, un piège qui ne va pas tarder à se refermer sur lui. Entendez qu'il n'arrivera pas le premier, étant donné qu'il est parti le dernier. Mais je rappelle qu'il y a un prix de 5000 livres pour celui qui fait le tour du monde le plus rapidement. Comme ils ne sont pas partis tous aux mêmes dates, il n'y a pas de souci avec ça. Il peut arriver plus tard que les autres, mais avoir fait le tour le plus rapide, vous comprenez. Tout le monde est très enthousiaste. Tout le monde pense que c'est vraiment un futur héros national, sauf que Don, pour préserver son mensonge, va essayer de devenir discret et un peu flou sur sa position, et il envoie que de rares messages. Surtout, ce sont des messages difficiles à comprendre, comme « Je suis au large du Brésil ». D'accord, mais où précisément? Parce qu'on ne sait pas. Je suis à pied d'égalité avec Sirène. Personne ne comprend ce que signifie ce message. Vers mi-décembre, il annonce qu'il file vers les mers du Sud, alors qu'en réalité, il reste dans l'Atlantique. Après une période de silence où il donne aucune nouvelle, il va réapparaître le 15 janvier pour annoncer qu'il a doublé l'île Goug, située dans l'Atlantique Sud, un lieu extrêmement dangereux qu'il a évidemment en réalité jamais traversé. Et finalement, pour pas éveiller trop les soupçons, il va décider de totalement couper sa communication. Il va prétexter avoir un problème avec sa radio. Ce silence radio durera 11 semaines, c'est très long. 11 semaines durant lesquelles sa femme, ses enfants, les journalistes, le monde entier ne vont rien savoir de son sort et vont imaginer les pires scénarios possibles. Maintenant qu'il a plus à affronter le stress, la pression, les questions de son attaché de presse, de ses proches, il a juste à laisser passer du temps dans une zone calme où le trafic maritime est plutôt rare pour pas être opéré. Alors il va faire des zigzags au large du Brésil et de l'Argentine. Le 4 mars, alors qu'il avait annoncé qu'il était dans l'océan austral, il est en fait au large du Brésil, quand un de ses flotteurs se brise. Ça, c'est un problème. Pour retourner en Angleterre, il n'a pas d'autre choix que de le réparer et donc d'accoster quelque part. Bien sûr, il aurait pu rompre le silence radio pour prévenir qu'il avait besoin d'aide, mais ça aurait signifié qu'il aurait dû révéler sa véritable position. C'est impossible. Il va être coincé, alors il fait une escale au Brésil où il est accueilli chaleureusement et il répare son flotteur. Évidemment, je rappelle que le principe du Golden Globe, c'est pas d'escale. Pas d'assistance, donc là déjà il devrait être disqualifié. Après 4 mois en mer, le faux itinéraire de Don commence à revenir à sa position actuelle. La fin n'est plus très loin, Don s'active sur la rédaction de son faux journal de bord, il doit écrire ses fausses positions au jour le jour, depuis le début de sa traversée. Il ne veut pas que son carnet de bord soit examiné de trop près, parce qu'il sait que sinon la supercherie, elle pourrait être révélée. Donc Don ne veut pas gagner la course, il ne veut pas gagner le Golden Globe, ça va attirer trop l'attention sur lui. Et finalement, malgré le prix des 5000 livres pour celui qui fait le record de vitesse, il ne veut pas faire ça non plus. Il sait que ça va être aussi trop de projecteurs et que à cause de ça, son journal va être examiné de près, de beaucoup trop près. Alors il veut arriver 4e. Personne ne va éplucher les journaux du 4e. Tout le monde s'en fiche, il n'y a pas de problème, on le croit sur parole. Le 18 avril 1969, Don sort du silence et envoie un message à Allworth. Pour sa femme, Claire, et ses enfants, c'est une nouvelle inespérée. Don est donc bien vivant et surtout, il est en très bonne place, 4e. Don leur annonce qu'il va bientôt passer le Cap Horn, et ça c'est une performance exceptionnelle qu'il soit si proche du cap à cette date. Allworth, son attaché de presse, et tous les journalistes du monde entier relaient l'information et Don est plus que jamais le héros. Knox est en tête, suivi de Moitessier, Tetley et Don. Mais nouveau rebondissement, nouveau coup de théâtre, et ce sera pas le dernier, attendez la fin. Moitessier, qui regagne l'Europe après 6 mois en mer, 6 mois de solitude, comprend qu'il veut pas rentrer. Il veut continuer de naviguer, et il continue, ça veut dire qu'il arrête la course. Il a l'angoisse de retrouver la terre ferme, la foule, les journalistes. C'est un vrai solitaire. Il remet le cap vers le sud, il repart pour un 2e tour du monde enchaîné. Il s'en fout littéralement du Golden Globe. Donc, Knox passe premier, Tetley 2e et Don 3e, ce qui ne l'arrange pas. Knox arrive en premier le 22 avril 1969, après 312 jours en mer, avec une moyenne de 92 miles par jour. Mais bien qu'il soit le premier, d'après les positions retransmises par Don et Tetley, Knox n'est pas le plus rapide. Donc il y a encore ce prix en jeu. Maintenant, le prix pour le meilleur temps se joue entre Tetley et Don. Alors le monde entier se concentre sur le record de vitesse qui se joue entre deux, et celui qui obtient le record devient évidemment le plus célèbre au monde, parce que ce qui est intéressant, c'est pas d'être arrivé en premier, ça dépend de la date de départ, c'est d'être le plus rapide à faire ce Golden Globe. Don, je vous le rappelle, ne veut pas gagner, il ne veut pas attirer les regards sur son journal de bord, parce qu'il doit forcément y avoir des incohérences. Donc Tetley doit gagner. Don, qui est censé être assez proche de Tetley
est possiblement capable de le rattraper, en tout cas dans l'esprit des personnes qui sont sur Terre, décide d'envoyer par message qu'il ne pourra jamais rattraper Tetley. Voilà, comme ça, les dés sont jetés, il dit tout, les supporters de Don sont très déçus, mais bien sûr, ils sont quand même très très fiers. Mais nouveau coup de théâtre, et ce ne sera pas le dernier. Tetley croit vraiment que Don arrive, et lui, il veut vraiment gagner le prix, et le prix financier, et la gloire qui va avec. Donc qu'est-ce qu'il fait, Tetley? Eh bien, il accélère, il prend des risques, il fait tout pour mettre de la distance entre Don et lui, et là, c'est le drame. Le bateau de Tetley coule, il doit être secouru au plus vite, ça l'élimine définitivement de la course. Suite au naufrage de Tetley, et selon les faux relevés de position, Don ne peut que gagner cette course. Les performances hors du commun qu'il a inventées de toutes pièces sont bien meilleures que celles de Knox. Qu'il veuille ou non, il est maintenant le plus rapide. Il n'y a plus moyen de laisser quelqu'un devant lui, puisqu'il est le dernier. Il a absolument tous les projecteurs du monde sur lui. On peut imaginer que si Tetley n'avait pas cru que Don était si près, il n'aurait pas accéléré et pris autant de risques. On ne saura jamais, mais je ne peux pas m'empêcher, moi, de me dire que Tetley aurait pu et dû terminer cette course s'il n'y avait pas eu le mensonge de Don qui l'avait un peu obligé à prendre des risques. Alors, comment assumer un tel mensonge pour Don? Comment faire face aux journalistes? Mais surtout, comment justifier au commissaire de course un journal de bord qui est falsifié? Et ils vont s'en rendre compte. Don est pris au piège, il est seul face à ses démons. Seul depuis des mois, coupé du monde extérieur pendant des semaines. On peut penser que Don est rentré dans une sorte de schizophrénie paranoïaque, un délire alimenté par son imposture, par son isolation totale. Alors il écrit dans un journal, un troisième, que la seule façon qu'il a d'échapper à ce mensonge, c'est de quitter son corps pour devenir un être cosmique, pour se délivrer de son péché. Sa seule échappatoire, selon lui, est la mort. Alors qu'il s'approche de l'Angleterre, les médias sont sur le coup, les hôtels sont pleins, plus de 100 000 personnes sont présentes pour venir applaudir le héros. Le 24 juin, Don s'éloigne de l'Angleterre et laisse volontairement le bateau dériver. Il est difficile de savoir ce qu'il pensait réellement, où est-ce que psychiquement il se situait. Est-ce qu'il pensait à sa famille? Est-ce qu'il pensait à la course? Est-ce qu'il pensait à sa vie? Je vous laisse juger en vous lisant ce qu'il a écrit dans un troisième journal. Il y avait son vrai journal de bord, le journal falsifié, et un journal qui portait le nom de Philosophie. La raison de nos problèmes, c'est que des êtres cosmiques se jouent de nous. Tout homme joue une partie d'échecs cosmiques contre le diable. Il dit aussi qu'il n'y a ni bien ni mal, seulement la vérité. En apprenant à manipuler l'espace-temps, l'homme deviendra Dieu et disparaîtra de l'univers physique. Je pense qu'à ce moment-là, la réalité a disparu de son esprit. Il est déréalisé, il a perdu toute notion de rationalité. Je suis ce que je suis et je connais la nature de ma faute. Je ne quitterai le jeu que s'il est convenu que la prochaine fois il se jouera selon les règles élaborées par mon grand Dieu. C'est fini, c'est la délivrance, c'est la fin de mon jeu, la vérité est révélée, je ferai ce qui est mieux pour ma famille. Le 1er juillet 1969, son bateau est retrouvé par un cargo à 700 miles de la côte anglaise. Les 3 carnets sont retrouvés et confiés à Allworth qui découvre la supercherie. C'est lui qui annonce à sa femme Claire de façon assez directe que son mari n'a pas fait le tour du monde, mais qu'il s'est suicidé. C'est pas un homme tendre, Allworth. Il vendra le contenu des journaux de Don à un journal, sans doute par pure spéculation financière, plus que par un besoin de révéler la vérité. Knox est donc le vainqueur du Golden Globe, mais il fait aussi don des 5000 livres à Claire et ses enfants. C'est très noble de sa part. Le trimaran de Don est à l'abandon sur l'île de Caïman Brac, dans les Caraïbes, et bien sûr, son corps n'a jamais été retrouvé. C'est vraiment une histoire particulière. J'avais vraiment hâte de faire des recherches dessus et de vous la raconter. Les retournements de ces histoires vraies sont un suspense qui va au-delà du concevable. Et c'est pour ça que j'aime vous raconter ces histoires. Je vous rappelle qu'il y a une playlist sur YouTube, que tout ça est également disponible sous la forme des podcasts. Vous pouvez venir voir ma dernière tournée de spectacle. Il ne reste plus que 17 représentations pour mon spectacle de mentalisme, d'humour et de science, évidemment. 17 grosses salles, après c'est la grande pause. Ou peut-être mon dernier livre, La harpe des 4 saisons. Si vous avez connu les livres dont vous êtes le héros, c'est dans le même état d'esprit. C'est vous qui prenez les décisions et c'est dans une grande saga, c'est le tout premier tome, où vous incarnez le héros et où les décisions que vous faites impactent directement l'histoire. Tout ça est dans la description. Merci, à très bientôt, ciao.